Donc de retour en patrouille, on est à Payala, donc je vous ai dit c'est la- le, le point le plus important pour les éléphants parce que c'est là où ils sortent le plus. Je fais le maximum pour pouvoir me filmer dans la nuit. Ça commence à devenir de plus en plus précis, de plus en plus concret. Parce que là, derrière moi, il y a une colline, c'est l'habitat des éléphants, c'est de là d'où ils viennent. Et il y a 2 feux en pleine nuit, de gros feux en plus, qui ont été allumés. Donc c'est à prendre en compte parce que là, si les éléphants s'approchent, ils peuvent être extrêmement stressés, voire agressifs. Et surtout là, l'équipe qui reste ici cette nuit vient de nous dire qu'ils ont entendu des feux d'artifice pas loin d'ici justement, donc certainement des gens, des villageois, des fermiers qui ont essayé de repousser les éléphants. Donc il se peut qu'ils arrivent ce soir par ici, donc on va rester ici particulièrement longtemps. Ce qu'on sait à propos de ces éléphants, donc c'est que il y a une harde de 25 éléphants qui se dirigent vers nous, dirigée par un mâle. Alors la harde en elle-même est assez craintive, elle est assez facile entre guillemets à repousser. Par contre, lorsqu'elle fuit, le mâle, lui, a plutôt tendance à charger. Il est assez agressif, selon la façon dont on se comporte avec lui. Il fait partie de ces mâles qui ont un peu, tant qu'ils se foutent un peu de tout, mais ils aiment pas trop, ils sont pas hyper confort quand il y a des gens autour d'eux. Donc là l'idée, la stratégie, c'est de, si on les voit, si on repère le mâle, c'est de bien montrer la présence humaine, montrer qu'on est là. Et en soi, c'est pas très difficile parce que on est sur son chemin puisqu'on est en train de veiller devant l'exit point. Et si on arrive à le faire partir, bah, tant mieux parce que la harde derrière suivra. C'est comme ça qu'ils se comportent ensemble. Donc voilà, tout est calé. Maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller, à checker régulièrement. Ça devient, enfin, ça se précise. Regarde ça, mais juste à côté, garde ça. Sérieux. Il y en a de partout. Et ce serait des cas isolés, je dirais rien, parce que je veux dire, c'est anecdotique, mais là, c'est pas du tout le cas. Ça se propage à une vitesse. En fait, vous verriez les parcelles noires immenses autour de Karagambar, autour de la forêt, voire au sein même de la forêt. En face de moi, ça repart aussi, les feux. C'est des impacts qui sont immenses. Là, c'est de la forêt. On n'est pas sur de la plantation, quoi. Ça me rend fou. Regarde. Sérieux. À l'instant. Et puis même pour les éléphants qui arrivent ici à Karagambar en venant d'une région où ils se sont fait tirer dessus au feu d'artifice, ils arrivent ici, il y a des feux tout autour d'eux, ça va pas aider à les calmer. On est sur le 3e jour de patrouille, toujours à Payala cette fois. Alors les équipes sont toujours placées sur les 2 autres points, mais là on sent vraiment que ça se rapproche de Payala. Parce que les gars ici nous ont dit avoir vu les feux d'artifice. Hier ils les ont entendus, cette fois ils les ont vus. Donc ça se rapproche. Un village pas loin de Karagambar a aussi une équipe qui essaye de éloigner les éléphants et ils les ont repoussés. Donc ils sont vraiment pas loin. Ouais, il y a de grandes chances pour qu'on les voit sortir cette nuit. Donc on va veiller toute la nuit ici en espérant les voir quand même. J'espère les voir évidemment parce que c'est toujours quelque chose, mais le but est bien sûr de faire en sorte qu'on les voit pas longtemps et qu'ils retournent très vite dans leur forêt. Bon, vous voyez rien et vous verrez certainement rien, mais il y a un arbre qui vient de tomber juste en face de nous. Il y a peut-être des éléphants qui arrivent.
Alors on est sur le 4e jour de patrouille. Là on est sur le Pantan Muslimin qui est donc l'un des exit points. Enfin vous l'aurez compris parce que ça fait longtemps qu'on y vient maintenant, il n'y en a que 3. Donc la Pantan Muslimin où les gars sont en train de surveiller. On est allé faire aussi un check au niveau de Umakule. C'est du. Enfin bref, ça veut dire la maison des tigres en gaïonnaise, qui est les gailloux en fait, c'est la communauté ici à Peusengan. Bref, donc. Non, c'est le vent. Donc là, on va aller à Payala parce que, comme vous le savez, c'est le point le plus important. Et là, maintenant, on va passer le reste de la nuit à Payala. Alors je vous avais dit il y a quelques jours que je voulais partir à la recherche de gibbons, mais au moins de la forêt ici qu'on voit autour du village. Donc il n'y a pas du tout de chemin, il n'y a rien indiqué sur aucune carte ou quoi. Donc je navigue un peu à vue. Là je suis dans une plantation pour le moment. Et je monte tout droit jusqu'à arriver à la forêt où justement le matin on entend les gibbons chanter. Je sais pas si j'en verrai là, mais au moins je saurai pour où passer. Pour aller en forêt, j'avoue que quand même venir ici sans aller faire un tour dans la jungle indonésienne, c'est quand même dommage, surtout quand on monte un projet pour la protection des éléphants, des forêts, etc. Et bah c'était pas par là. Je retente ma chance pour la forêt. Je vais passer par un tout autre chemin et voir un peu où ça débouche. Alors pour vous dire à quel point les équipes sont motivées, on a donc appris hier que, on a eu la confirmation, on va dire que les éléphants ne passeront pas par Pantan Muslimin ou par Umakule, qui sont les 2 exit points possibles sur Karangkampar. Et malgré tout, eh bien les gars de l'équipe veulent continuer de patrouiller ces points-là tous les soirs, tout simplement parce que ça leur plaît. En fait, ils sont contents déjà d'avoir des directives claires. C'est vrai que jusqu'à présent, en termes de gestion des conflits, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était un petit peu désordonné, il y avait un manque de coordination, et là ils sont contents de voir que il y a moyen d'avoir une ligne directrice. Et puis en fait, voilà, c'est le simple fait de passer la nuit. Ils restent éveillés très tard en fait, ici de manière générale, donc ils sont contents de faire quelque chose en plus, et d'être sur le terrain, de surveiller, de passer du temps aussi avec leurs amis. Donc même au niveau social et humain en fait, ils s'y retrouvent et donc ils sont toujours hyper motivés, donc c'est vraiment top. La plupart sont même prêts à patrouiller tous les jours parce qu'en fait ça fait un peu des roulements chaque soir. Il y en a qui sont prêts à patrouiller tous les soirs et peut-être tous les soirs de l'année s'il le fallait. Donc c'est vraiment super d'avoir une équipe qui est aussi investie et aussi impliquée. Bon, donc là je me suis bien éloigné du village et plus j'avance, plus les gens se demandent ce que je fais là, tout simplement. Parce que déjà que dans le village, voir à l'étranger, c'est pas commun, mais alors ici, je pense qu'ils vont croire que je suis perdu. Voilà, beaucoup de gens s'arrêtent et me demandent pourquoi je marche. Je sais pas trop quoi répondre, parce que là en fait, la plupart du temps les gens en fait se déplacent surtout, quand on se déplace en scooter, en moto, on marche pas trop comme je le fais là. Bref, j'ai l'impression de me rapprocher de la forêt qui est juste là au fond,
derrière. J'ai peut-être juste essayer de trouver un moyen de rentrer. Et je reviendrai plus tard parce que vous voyez bien que là, il commence à faire sombre. Alors je suis content parce que là, de revoir les grands arbres si caractéristiques de la forêt tropicale, des arbres immenses avec toute une biodiversité, quoi. Enfin, une vraie planète qui fourmille de vie. Ça m'avait manqué, quoi. Bon, cette fois-ci, je crois avoir trouvé un chemin pour monter en forêt. En fait, c'est entre deux plantations. Un tout petit chemin qui part comme ça, qui remonte. Et en fait, là-haut, on est sur la colline, la forêt, en fait. Donc, je vais essayer de revenir demain ou après-demain pour confirmer ça. Mais il y a de grandes chances que ça monte bien, enfin que ça continue bien jusque en forêt. Donc je reviendrai explorer ça, parce que là maintenant je suis curieux. Là je redescends et je rejoins la route. Parce que il est tard, il va bientôt faire nuit, mais je vais revenir je pense le matin et aller voir un peu ce qu'il y a là-haut. Maintenant, je suis hyper curieux. Bon alors comme j'ai du temps maintenant pour rentrer, en fait pour vous parler de ce fameux conflit que j'ai évoqué, qui a eu lieu dans la province d'Aceh entre 89 et 2005 en fait, où il y a eu plusieurs conflits, hein, j'ai pas été assez précis la dernière fois. Et j'en parle parce que hier soir, donc j'étais avec les gars de la patrouille à Payala et on discutait, et en fait, dans chacune des discussions, il y a toujours un moment où ça en vient à parler de ce conflit-là. Et c'est dire à quel point en fait ça a bouleversé les gens ici. Ça les a complètement transformés, touchés. Enfin, ça fait partie de leur histoire, mais dans leur sang. Et surtout, ça les a traumatisés en fait. Tout le monde raconte avoir vu, en étant petit, hein, des gens se faire tuer à bout portant, une atmosphère en fait, une situation où nulle part n'était, aucun endroit n'était sécurisé, et où il a fallu fuir, son village. Et ça a été des années en fait où les gens ici en fait ont grandi dans une atmosphère de guerre civile entre l'armée, le gouvernement et puis les résistants. Et si vous étiez un peu trop proche, mais ça jouait à du détail, hein, un peu trop proche d'un camp ou d'un autre, vous faisiez au mieux torturer par l'autre camp, au pire tuer. Donc il n'y avait pas d'exception, hein, comme on me racontait. C'était dans la rue, dans les villes et villages, les gens avec les armes se posaient pas la question de savoir sur quoi ils tiraient. Ils voyaient quelqu'un qui courait, ils tiraient, et après ils allaient voir qu'en fait c'était un enfant qui venait de se prendre une balle. Donc Aceh est une province avec une très longue histoire. Ce qui m'explique aussi souvent, c'est que ils ont vécu avec une guerre civile pendant des années et des années, ils ont grandi avec ça. Donc les conflits avec les éléphants, en fait, c'est pas grand chose. Et comme ils veulent plus de conflits, ils veulent tout faire pour résoudre le problème. Nouvelle nuit, nouvelle patrouille. Les éléphants ne sont pas encore sortis. Vont-ils se rapprocher davantage ou faire demi-tour au dernier moment? Quoi qu'il en soit, il est pour nous impératif de surveiller toutes les nuits les points sensibles au conflit.
Alors on part ce matin visiter la Conservation Response Unit, qui est une unité du gouvernement dédiée à la gestion des conflits. Alors c'est un peu particulier parce que eux, leur façon de faire, c'est d'utiliser les éléphants captifs pour patrouiller la jungle et éloigner les éléphants sauvages. Je pense que si vous suivez Arapan depuis quelques temps maintenant, vous connaissez mon point de vue sur ce genre de projet. Et on va devoir y aller. Et donc, j'ai les chiens qui me courent autour. Mais on va quand même aller les voir pour faire un training, donner quelques outils et puis surtout aller voir les éléphants sauvages puisqu'ils sont dans cette région. Alors, comme je vous disais, ici la CRU, elle gère les conflits avec des éléphants captifs, donc des éléphants qui ont suivi le dressage traditionnel avec les méthodes violentes que l'on connaît. Apparemment, j'ai vu le ministre des Forêts ici déclarer que maintenant la violence était interdite dans l'utilisation des éléphants captifs, ce qui est une très bonne chose. À voir maintenant si c'est appliqué ici et ailleurs. Donc voilà, après en termes d'efficacité sur les patrouilles avec les éléphants captifs, globalement c'est pas plus efficace qu'à pied. Pourquoi ? Parce que déjà les éléphants ils vont pas de partout. Ils sont très limités, dès que ça devient un peu trop pentu, dès que ça devient trop dense, ils peuvent pas y aller. À pied c'est beaucoup plus facile, en scooter aussi. Ça finit aussi par leur coûter cher. Et donc là en plus ils sont en sous-effectif, donc il n'y a pas vraiment d'efficacité. Utiliser les éléphants captifs, bah voilà, là ils veulent les faire venir dans l'après-midi pour nous montrer les animaux. Et ensuite on ira chercher les éléphants sauvages à pied. Les discussions avec le responsable de la CRU nous en apprennent plus sur les récents mouvements des éléphants. Je m'empresse de lui donner l'application HEC Alert, développée par Nature and Wildlife Association, grâce à laquelle il pourra participer activement à la collecte de données et à l'identification des éléphants qu'il connaît ou qu'il découvre. La CRU possède 3 éléphants en captivité. Mais contrairement à ce que j'ai pu observer sur le reste de Sumatra, même au sein de pseudo-sanctuaires, les éléphants ici sont en bien meilleures conditions. Situé au fin fond de la région, ce site est une mosaïque de jungle et de prairies au sein de laquelle les éléphants restent la plupart du temps. Les animaux ne sont attachés que la nuit, par crainte des maouts de les perdre en forêt. En analysant le comportement de l'éléphante qui nous a été présenté, aucun signe stéréotypique. Ici, elle va et vient à sa guise, tentant par moments de voler quelques fruits ou s'arrosant dans la mare décorative juste à côté. Le plus confortant reste évidemment le lien puissant et visible qui l'unit à son maout. Il lui parle, joue avec elle, la chouchoute avant de la laisser retourner avec ses 2 congénères. Cet endroit préservé de tout impact touristique doit rester ainsi. Un véritable sanctuaire pour des animaux qui ont été dressés avec d'anciennes méthodes, violentes et utilisées durant toute leur vie pour l'usage des humains.